Au cœur de la France, dans le Berry, un grand concert se prépare. Fin mars, les batraciens fêtent l'arrivée du printemps. Grenouilles, rainettes ou crapauds, chacun possède son répertoire et son instrument. Tous sont des amphibiens, un nom qui signifie double vie, car leur existence est terrestre, mais ils naissent et se reproduisent dans les temps. Leur vie s'organise de part et d'autre du miroir de l'eau. Le concert des batraciens a réveillé toute la Brenne. Dans ce pays mystérieux, la plus grande variété d'oiseaux voisine avec des mammifères de tout poil. Les étangs de la Brenne sont tous artificiels. Depuis des siècles, ils ont été créés par l'homme pour élever des poissons. Aujourd'hui, les plans d'eau les mieux préservés abritent une étonnante faune sauvage. Comment les animaux évoluent-ils entre le terrestre et l'aquatique? Qui franchit la frontière entre ces deux mondes? La Brenne, pays aux 1000 étangs, révèle l'un des visages de la France sauvage. Avril, un petit reptile fragile et maladroit, cherche à voir le jour. C'est une tortue d'eau douce, la cistude d'Europe. Contrairement aux grenouilles, la cistude naît sous la terre, mais elle vit dans l'eau. Il lui faut rejoindre l'étang à tout prix, au risque d'être repéré par un prédateur.
Dissimulée par la végétation, la petite tortue a la vie sauve. Malgré les obstacles, elle parvient à atteindre l'eau. Les cistudes adultes sortent à peine d'hibernation. Elles s'offrent leur premier bain de soleil. La cistude existe depuis 200 millions d'années. Cette espèce aujourd'hui protégée est la vedette de la Brenne. Les yeux de la femelle sont dorés, ceux du mâle sont rouges. Farouche, le reptile passe le plus clair de son temps dans l'eau ou sur les berges proches, plongeant dans l'étang à la moindre alerte. La cistude se nourrit d'insectes d'eau douce ou de poissons morts. Elle joue un rôle de nettoyeuse des étangs. Les cistudes s'accouplent sous l'eau, sans préliminaire. Brutal, le mâle mord sa partenaire. Certaines femelles ne survivent pas à ces ébats sauvages. Les noyades sont fréquentes. Les canards somnolent au soleil. Beaucoup sont nocturnes et se reposent le jour. Le milouin dort au milieu de l'étang, le colvert sur la berge. D'un œil seulement. Le plumage des canards doit rester imperméable. Ils possèdent sur le croupion une glande qui leur fournit la graisse nécessaire à son entretien. Tout autour, les oiseaux paradent, chassent et dansent. L'eau attire aussi les mammifères. Comme les tortues et les grenouilles, le ragondin mène une existence amphibie. Son anatomie révèle ses mœurs aquatiques. Ses oreilles, ses yeux et ses narines sont situés au sommet de son crâne. Il peut surveiller son environnement tout en nageant au ras de la surface. Comme son cousin le castor, le ragondin a de grandes incisives oranges. C'est un rongeur, un herbivore. Le ragondin se reproduit rapidement, avec 2 portées annuelles de 2 à 9 petits.
La mère et ses jeunes se déplacent en famille le long des berges et jouent les tondeuses à gazon. En bord d'étang, les massifs de saules accueillent un élégant échassier. Tout juste arrivé d'Afrique, le héron pourpré fait sa cour. En affichant sa gorge blanche, visible de loin, le mâle appelle une partenaire. Une fois la femelle séduite, collecter des matériaux pour le nid fait partie du rituel amoureux. Les hérons forment une grande famille. Outre le cousin d'Afrique, elle compte bien sûr le héron cendré, que l'on trouve dans toute la France, le petit héron bihoreau, silencieux et discret, ou encore la grande aigrette. Si les grands échassiers pêchent avec dextérité, un autre membre de la famille déploie une stratégie différente pour se nourrir. Le héron garde-bœuf chasse dans la prairie, profitant des insectes et des grenouilles dérangées par les vaches. La cohabitation est pacifique. Pendant que les uns prospectent, les autres ruminent. Sous le museau des vaches, l'étang vibre d'une vie secrète. Pour la découvrir, il faut passer de l'autre côté du miroir. Des êtres étranges évoluent dans ce monde parallèle. La notonecte vit à l'envers, tête en bas, sous la surface. Cette punaise respire grâce à ses poils qui retiennent les bulles d'air. Elle chasse les larves de moustiques et les bestioles tombées dans l'étang. Malheur au puceron, animal terrestre égaré dans ce monde inconnu. Il fait l'objet d'une vraie partie de rugby. Contrairement aux tortues, les amphibiens vivent sur Terre, mais commencent leur vie dans l'eau. À peine éclos, ils se régalent de larves de moustiques. Ils respirent encore avec des branchies. C'est la phase aquatique de leur existence double.
Autre curiosité de ce monde étrange, le triton adulte respire en partie par sa peau, mince et perméable. Venir trop souvent chercher de l'air à la surface l'exposerait davantage aux coups de bec du héron. Le mâle porte aux pattes arrière les palmures qui lui valent son nom de triton palmé. Bien qu'il ressemble à un lézard, ce n'est pas un reptile, mais un amphibien, un cousin des grenouilles. Au début de l'été, il sortira à l'air libre pour vivre son existence terrestre. Dans cet univers trouble, des cannibales se régalent. La larve de Titique chasse tout ce qui bouge, des têtards, mais aussi ses congénères. La grenouille se plaît entre l'air et l'eau, tout comme le nénuphar. Avec ses 12 cm de large, le nénuphar blanc est la plus grande fleur sauvage de France. Un végétal mi-aquatique, mi-aérien, car ses racines sont fixées dans la vase, alors que ses fleurs émergent à l'air libre. En Brenne, de nombreux étangs sont traités aux herbicides pour favoriser la pisciculture. Rares sont ceux où flottent encore des nénuphars. La fleur accueille pourtant de nombreuses espèces qui rivalisent d'élégance au printemps. Ce petit oiseau vif et gracieux est l'un des joyaux du pays aux 1000 étangs. La guifette moustaque a besoin de plantes amphibies pour accrocher son nid. Avec adresse, elle prélève des végétaux aquatiques pour le construire. Difficile d'estimer le nombre de guiffettes en France, mais c'est dans cet endroit du Berry que l'on trouve les plus importantes colonies. Comme chez beaucoup d'oiseaux, un petit cadeau de noces stimule l'accouplement. Voisines des guiffettes, les mouettes ont installé leur nid sur des touffes de carex, terrain plus solide que les plantes flottantes. Dans l'étang, chacun est à sa place. Au mois de juin, les poussins barbotent et apprennent à se nourrir seuls.
La Brenne n'est pas seulement une mosaïque de plans d'eau. Entre les étangs, de grands herbivores aident sans le savoir un animal aquatique. En broutant, cerfs, biches et chevreuils défrichent le terrain pour une femelle prête à pondre. La tortue cistude doit trouver un site favorable où déposer ses œufs. Dans les prairies sableuses, sa prospection peut durer des heures. En ce début d'été, les hirondelles chassent les moustiques en tournoyant dans le crépuscule. La cistude a enfin trouvé le site de ponte idéal. Son instinct lui indique que le terrain n'est pas inondable. Elle doit creuser son nid, mais le sol est sec et dur. Alors elle vide ses 2 vessies pour l'ameublir. Ses œufs resteront plus de 3 mois sous terre avant d'éclore. À l'aube, l'eau des étangs s'évapore. La Brenne s'éveille, enveloppée par les mystères de la brume. Sortis des bois, les cervidés rejoignent l'étang pour une petite toilette matinale. Pour le renard, les berges boueuses sont plutôt la promesse de quelques poissons morts ou d'un ragondin à se mettre sous la dent.
Le bain de boue soulage les cervidés de leurs parasites. La vase les apaise comme un baume protecteur. Le sanglier connaît lui aussi les bienfaits de la boue. Mais tous ces animaux doivent rester vigilants, car le pays aux 1000 étangs est aussi un territoire de chasseurs. La richesse de la Brenne est paradoxale. La pauvreté de son sol l'a préservée de l'agriculture intensive. Épargnée par les pesticides, la nature abrite une grande variété d'espèces, rares ou communes. Encore imprégné par la rosée du matin, un azuré bleu céleste sèche ses ailes avant de pouvoir décoller. En été, dans les prairies du Berry, c'est le festival des papillons. Les papillons se font rares en France. Leur présence est un indice de la bonne santé du milieu. Le demi-deuil, qui doit son nom à ses ailes à moitié noires, pollinise une fleur de mûrier. Dominant la prairie, le moindre relief devient un jardin botanique. Les bruyères et les genêts de la lande voisinent avec les arbustes des friches. Au bord de l'étang, l'aigrette chasse à la surprise. La fuite d'un poisson, le saut d'une grenouille, et c'est le coup de bec. Les grenouilles se partagent la moindre parcelle de l'étang. Sur une surface réduite, les rivalités sont nombreuses et les méprises fréquentes. Les mâles cherchent à s'accoupler avec tout ce qui bouge et sautent souvent sur un autre mâle. Sous l'eau,
Une inquiétante créature s'apprête aussi à sauter sur tout ce qui bouge. Mais c'est pour l'avaler. La larve de libellule est insatiable. En un éclair, elle déploie sa monstrueuse mâchoire pour engloutir ses proies. Elle peut vivre près de 4 ans sous l'eau, mais sur son dos, une ébauche d'aile annonce son imminente transformation. La larve perce le miroir de l'eau et s'en échappe pour toujours. Une mystérieuse métamorphose s'accomplit. Comme par magie, la larve sort de sa peau, se gonfle et se déploie. Jeune libellule encore diaphane. Pour les virtuoses du vol acrobatique que sont les guiffettes, les jeunes libellules sont des proies faciles. Les poussins ont faim. Les parents leur apportent jusqu'à 80 repas par jour. La chaîne alimentaire est un long cortège de bénéficiaires et de sacrifiés. Chaque animal doit se méfier des plus gros que lui. Sur le territoire des guiffettes, les cygnes sont indésirables et ils menacent la colonie. Mais l'union fait la force et la défense s'organise aussitôt. Des flèches aériennes de 80 grammes chassent les intrus, qui pèsent près de 20 kilos chacun. Ce prince aux yeux de rubis est un autre bijou de la Brenne. Le grèbe à cou noir niche au milieu des guiffettes pour bénéficier de leur protection. Mais il y a un tribut à payer. Comme les guiffettes, le grèbe construit un nid flottant avec les débris de la végétation. C'est un excellent plongeur qui fait sa récolte jusqu'au fond de l'étang.
Opportuniste, les guiffettes lui volent ses matériaux en se servant directement dans son nid. Un échange de bons procédés qui tourne aux raquettes. Comme des fantômes encore accrochés aux herbes, les enveloppes vides des larves aquatiques témoignent de leur métamorphose. Les libellules, maintenant adultes, sont devenues des championnes du vol. Les plus fines, aux yeux très écartés, gardent les ailes collées sur le dos lorsqu'elles se posent. Ce sont les demoiselles. Le mâle agrippe sa partenaire à la nuque avec une pince spéciale. Solidement maintenue, la femelle se plie vers l'avant pour que son orifice sexuel rencontre l'organe du mâle. Les couples dessinent la forme d'un cœur. C'est le Kama Sutra des demoiselles. Les demoiselles sont très volages, mais les mâles doivent transmettre leur gène. Pour s'assurer de leur paternité, ils restent accrochés à la femelle jusqu'à ce qu'elle ait fini de pondre. Au bord de l'étang, le héron pourpré chasse à l'affût pour nourrir sa petite famille. Les jeunes affamés réclament leur déjeuner. Lorsque les oisillons sont petits, les adultes régurgitent la nourriture. Plus tard, ils leur apporteront des proies entières. Les jeunes ont déjà leurs plumes de vol, mais ils ne sont pas encore assez développés pour s'en servir. Une fois adultes, ils auront le vol majestueux des grands échassiers.
Comme une promesse de changement, l'orage annonce la fin de l'été. Une force de la nature surgit dans la bruyère. Le sanglier s'adapte à des milieux très différents. En Brenne, il bénéficie des forêts, des prairies et des berges boueuses. Ses pattes sont fines, mais ses ongles arrière les empêchent de s'enfoncer dans la vase. Les défenses du mâle sont des armes tranchantes qui s'aiguisent constamment l'une contre l'autre. Malgré son imposante stature, le sanglier traverse l'étang sans problème. Il peut parcourir des kilomètres à la nage. En septembre, le brame retentit dans la brume. Pour les cervidés, l'automne est la saison de la reproduction. Les grands mâles s'affrontent sans relâche dans une clairière de la forêt berrichonne. Le perdant se retire et le vainqueur reste avec les biches pour s'accoupler. C'est lui qui transmettra la vie. Sous la terre humide de la lande, une autre vie apparaît, un phénomène qui se perpétue depuis des millions d'années. La cistude éclot en automne.
Selon la température de son nid, la petite tortue naît mâle ou femelle. La chaleur est favorable aux filles, le froid aux garçons. Mais les variations thermiques naturelles maintiennent l'équilibre entre les deux sexes. La jeune cistude va rester sous terre pour attendre le printemps en état d'hibernation. Les oiseaux du Nord annoncent déjà la saison froide. Les grues cendrées arrivent tout juste de Scandinavie. Depuis plusieurs années, des escadrons entiers s'arrêtent en Brenne pour y passer l'hiver. Le froid fige les temps petit à petit. Sous la glace, la vie s'endort. En hiver, les oiseaux se rassemblent dans les chaudières, ces zones où l'eau échappe encore à l'emprise de la glace. Un véritable inventaire de canards, de foulques et de cygnes se concentre dans ces baignoires cernées par le grand blanc. Sur l'étang glacé, les aigrettes patinent. Elles ne sont plus dans leur élément. La pêche est difficile et la concurrence rude. Dès le mois de février, poussés par leur instinct, les grues cendrées se rassemblent pour rejoindre leur lieu de reproduction, l'Allemagne, la Suède ou la Finlande. Au cœur de la France, les étangs de la Brenne accueillent une richesse naturelle, unique, précieuse et vulnérable. Pour contempler ces mystères, l'homme doit savoir la préserver. Dans le pays aux mille étangs, un cycle de vie s'achève. En attendant la renaissance du printemps, le miroir de l'eau garde ses secrets.